Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. L'histoire de la République démocratique du Congo est très compliquée, que ce soit avec tout son passé colonial et toutes les violences perpétuées par la Belgique, notamment par Léopold II. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur ce mec. Et aussi de l'importance que le Congo a toujours joué dans la mondialisation à travers l'exploitation et le vol de ses ressources naturelles comme l'or, le cobalt ou le coltan par exemple. Et à travers le fait que le Congo a toujours joué un rôle important dans la mondialisation, on peut souligner le fait que le Congo belge avait joué un rôle crucial et quasi exclusif dans la fabrication de la bombe atomique américaine larguée au Japon sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki, en fournissant une grande majorité de l'uranium dont les États-Unis avaient besoin pour fabriquer cette bombe, et en même temps ces mines d'uranium au Congo étaient exclusivement contrôlées par la puissance coloniale à l'époque, donc la Belgique. Ou même sans aller très loin, actuellement, avec l'importance de la transition écologique qui nous est nécessaire à cause du réchauffement climatique que nous avons causé, et cette transition dépendra grandement du cobalt, du cuivre, du lithium, du coltan de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, l'extraction de ces minerais ne se fera pas proprement, genre à travers des contrats clean ou des deals entre pays. Ça se fera comme ça a toujours été au Congo, via la violence et l'exploitation des locaux qui, malheureusement, dépendent aussi beaucoup de la revente de ces minerais sur le marché noir. Et tout ça au grand plaisir des grosses corpos, comme Apple. Mais la nouveauté, qui est de taille, c'est que désormais, les Africains voient bien la stratégie. Ils sont au courant des voies et moyens mis en œuvre pour revenir. Le secret qui entourait ce type de projet ne fonctionne plus. Il ne serait donc plus logique, compréhensible, que l'Afrique se fasse à nouveau pénétrer et coloniser cette fois-ci sans réagir. Il s'agit maintenant, et c'est en cela qu'une confédération comme l'AES est vitale, d'élaborer une stratégie commune pour répondre à ce nouvel impérialisme, à cette invasion. Ce n'est qu'unique que la réponse va être efficace, cohérente et bénéfique pour l'Afrique. Les autres continents sont dans leur rôle. Elles ont besoin de nos matières premières, de notre sol et de notre sous-sol. Elles l'ont désormais clairement exprimé. Elles ne parlent plus de nous civiliser. Elles ne parlent plus de nous évangéliser. Elles ne parlent plus toutes de nous aider, puisque nous avons compris. Elles parlent clairement, sans ambiguïté, d'installer leur influence, de sauver leur part du gâteau. Un peu comme au Moyen-Orient, les conflits en Afrique ont petit à petit commencé à être banalisés, voire même normalisés à l'international. Et très souvent, lorsqu'un conflit éclate en Afrique, c'est juste vu comme une guerre de plus qui se fera ignorer très rapidement. Le conflit génocidaire qui se passe actuellement au Congo a plus de 30 ans. Une succession de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. On parle de viols de masse, de massacres, de torture. Et tout ça évidemment pousse à un déplacement massif des populations qui malheureusement se font toujours rattraper par ce conflit. Lorsque je vais enregistrer cette vidéo, des gens seront en train de mourir au Congo. Lorsque je vais faire le montage de cette vidéo, des gens seront en train de mourir au Congo. Et lorsque je vais poster et lorsque vous regarderez cette vidéo, des gens seront encore en train de mourir au Congo. Dans ce jeu de déstabilisation, surtout mené par le Rwanda et des entités genre des milices comme
le M23, qui ont pour objectif principal le contrôle et l'exploitation des matières premières du territoire congolais. Ce conflit s'est tellement enlisé à travers les années qu'il devient difficile de suivre et de comprendre ce qui se passe. Ça devient de plus en plus difficile de comprendre qui sont impliqués dans ce conflit et quelles ont été les raisons et quelles sont les raisons actuelles qui poussent à la continuation de ce conflit. Alors en fait, on est sur un conflit transnational qui est lié aussi aux problématiques de frontières, au fait qu'on a des frontières poreuses que dans bien des cas, les États africains n'arrivent pas à réguler ou à gérer, et que les frontières poreuses sont des zones, je dirais, de déstabilisation de pays voisins. Un autre élément, c'est qu'il y a effectivement une dimension de conflit ethnique, dans le sens où on a mis de l'idéologie dans les catégories Hutu et Tutsi. On a mis des représentations, on a produit du racisme, on a produit de la discrimination, on a produit de la haine, qui fait que effectivement le conflit est ethnicisé. Mais dans les faits, ce qui divise effectivement les différents groupes, donc la question, on va dire, ethnique, est effacé par un élément qui les réunit tous, mais absolument tous, c'est la question des matières premières. C'est-à-dire que tout le monde se bat, quelle que soit l'ethnie, quels que soient les intérêts, quelle que soit la position, pour la question des matières premières. Et donc on est dans une économie de guerre qui permet, je dirais, de mettre de l'idéologie dans les identités ethniques et qui permet aussi, je dirais, aux différents belligérants d'entrer dans une guerre de l'information qui vise à rendre les choses le plus opaques possible et faire en sorte que la situation dans l'Est du Congo soit vue comme une situation, je dirais, d'implosion, de déstabilisation régulière. Je vous conseille la très bonne vidéo de la chaîne YouTube Le Monde en carte, Congo, 20 ans de conflit expliqué, et aussi cet article d'Amnesty International pour mieux comprendre ce qui se passe. Tout sera en description. Mais en même temps, la complexité de ce conflit ne justifie rien. Lorsque ce genre d'événement arrive et que des milliers de personnes se font buter, cela devrait suffire pour avoir l'attention du monde sur le Congo. La première fois que j'ai entendu parler de la guerre au Congo, j'avais 10 ou 11 ans. Et je voyais comment le monde ignorait ce qui se passait. Et aujourd'hui, voir de plus en plus de personnes en parler me donne un peu espoir. Je suis heureux de voir que les Congolais sur le territoire et toute la diaspora congolaise puissent enfin se faire entendre. Mais je sais, et vous savez qu'il existe une hiérarchie dans l'actualité mondiale, surtout dans les grands médias. Certains conflits bénéficient plus souvent de plus grandes couvertures, tandis que les crises africaines sont souvent traitées plus légèrement. Cela reflète juste un biais profond selon lequel les souffrances africaines noires sont souvent jugées moins dignes d'intérêt ou ne parviennent pas à susciter le même sentiment d'humanité. Et on a pu voir un exemple avec la guerre en Ukraine et comment plein de pays occidentaux se sont sentis touchés lorsque des bombes ont commencé à tomber en Ukraine. Et ce même sentiment de compassion n'a jamais été vu avec les guerres au Moyen-Orient et encore moins en Afrique. La vérité a toujours été plus simple. Même si je suis très heureux qu'on parle de plus en plus de ce qui se passe au Congo, la réalité est juste qu'il devenait trop difficile, voire impossible d'ignorer ce qui se passait au Congo, ou même en Palestine. Le monde n'a pas soudainement découvert une nouvelle crise. Il a juste été forcé à reconnaître une crise qui dure plus de 30 ans. Parce que cette crise est devenue trop grosse, trop importante. Trop de personnes sont mortes pour pouvoir ignorer ce qui se passe. Et on peut faire une comparaison avec ce qui se passe actuellement au Soudan. Les médias n'en parlent presque pas. Et dans quelques années, il sera impossible d'ignorer tous ces cadavres. Et les médias et les grandes puissances parleront de ce génocide et de comment c'était terrible et inévitable. Mais au fond, je garde espoir. Je garde espoir sur le fait que les gens réalisent de plus en plus l'ampleur de toutes les crises qui se passent à travers le monde et la dangerosité que le silence peut apporter face à ces conflits génocidaires. On peut le voir notamment avec l'ampleur du mouvement pro-palestinien qui n'arrête pas de grandir, qui devient juste de plus en plus grand. Ne soyez jamais silencieux face à toutes les crises qui se passent dans le monde. Free Palestine, Free Soudan, Free Congo.